Voici la forêt de Compiègne durant la Grande Guerre. Pour contrer la progression allemande dans la région, l'armée française va faire appel à l'artillerie lourde sur voie ferrée. Ce sont des canons à longue portée sur des wagons qui peuvent tirer des obus de plusieurs centaines de kilos. Pour orienter le tir du canon, il fallait faire tourner tout le wagon. On le plaçait donc sur un épi d'artillerie comportant plusieurs voies circulaires. C'est ce que l'armée a mis en place dans la forêt en 1916 et a achevé le jour de Noël. L'épi d'artillerie dans la forêt. Il n'a jamais porté de canon, la ligne de front étant trop éloignée. Le 5 novembre 1918, les Allemands, comprenant qu'ils ne pourraient plus gagner la guerre, demandent la négociation d'un armistice. Pour choisir le lieu de la signature, le site devra répondre à plusieurs critères. Le maréchal Foch préférant garder le rendez-vous secret, le lieu sera loin du quartier général de Senlis, à bord de son train aménagé en bureau en pleine forêt. La délégation allemande devra voyager aussi en train. Il faudra donc 2 voies de chemin de fer côte à côte, mais suffisamment distantes pour l'intimité et la tranquillité de tous. Pour la sécurité des Allemands et des Alliés, il faudra rester à bonne distance de la ligne de front. Dans la forêt de Compiègne, les officiers français, suivant ces directives, se dirigent vers la gare de Rotonde qui pourrait correspondre. Cette gare forestière se trouve sur le territoire de Compiègne. Cependant, pour ne pas la confondre avec la gare du centre-ville, on décide de la baptiser du nom de la commune la plus proche, c'est-à-dire Rotonde. Le problème est que la nationale passe trop près et les voies ferrées trop proches l'une de l'autre. Mais il y a une autre solution. Près de la gare de Rotonde, ils redécouvrent l'ancien embranchement qui mène à l'épi d'artillerie. Cette fois, le site correspond pleinement aux exigences du maréchal. 2 panneaux de bois sont cloués sur 2 arbres pour marquer l'arrêt des 2 trains. Le 7 novembre, à la nuit tombée, le train du maréchal Foch arrive sur l'épi d'artillerie. Le terrain étant détrempé par une semaine de pluie, un caillebotis, un chemin de bois, est posé entre les 2 voies. Le lendemain matin, au lever du jour, le train de la délégation allemande arrive sur l'épi d'artillerie. 2 heures plus tard, à 9 h, la rencontre a lieu dans la voiture numéro 2419D du maréchal Foch. Les officiers et politiciens allemands sont reçus par le général Weygand. Le maréchal Foch les rejoint ensuite autour de la table. Sont présents du côté allemand le général von Winterfeld, le capitaine von Votzlaff, l'ambassadeur Oberndorf et le secrétaire d'État Herzberger. Les Alliés sont représentés par le maréchal Foch et l'amiral Wemyss. Le secrétaire d'État Herzberger demande officiellement l'armistice. Le maréchal permet alors au général Weygand d'en lire les conditions. La convention de l'armistice comporte 34 articles sur 13 pages. Ces articles détaillent principalement le cessez-le-feu sur tous les fronts de terre, sur mer et dans les airs. Les Allemands doivent abandonner tous leurs armements sur terre et sur mer, rapatrier les prisonniers, évacuer la rive gauche du Rhin, rendre les terres et les richesses prises durant la guerre, ainsi que l'Alsace et la Lorraine. Cette convention d'armistice est valable 36 jours renouvelables jusqu'à la signature du traité de paix. 3 jours après avoir reçu ces conditions, les 2 représentants alliés et 4 plénipotentiaires allemands signent la convention d'armistice le 11 novembre 1918 vers 5h15 du matin. L'arrêt des combats doit prendre effet 6 heures après la signature, donc à 11 h. Durant ces 3 jours, une seule photo a été autorisée par le maréchal Foch. Celle-ci, prise après la signature. À 11 h, le train du maréchal Foch repart vers Senlis en passant par Compiègne. Ce n'est qu'à 11h30 que le train affrété pour les Allemands s'en va à son tour pour les ramener à Tergnier. De là, ils reprirent des voitures jusqu'à Spa, leur quartier général. Le site de la signature resta à l'abandon pendant près de 4 ans. Seuls les panneaux indiquant l'emplacement des trains sont présents pour signaler le lieu marquant du jour le plus heureux de la Grande Guerre. Il faudra attendre l'intervention d'un journaliste, Binet Valmer, pour que se pose la question de la mise en valeur du site. Le lundi 26 juin est annoncée publiquement la mise en valeur par l'aménagement d'une clairière circulaire reliée à la route à proximité par une large allée. Les travaux vont durer 3 mois pour que les cérémonies du 11 novembre puissent avoir lieu dans la clairière. Nous sommes ici sur le chemin menant à la clairière. Voilà à quoi pouvaient ressembler les lieux avant son aménagement. Au bord de la route, le monument aux Alsaciens lorrains, créé par le sculpteur Brandt, qui sera plus tard le fondateur de la marque d'électroménager.
En face, l'allée d'honneur qui conduit à la clairière et dont la dalle centrale a l'inscription vengeresse inventée par Vinay Valmer. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. De chaque côté du tombeau de granit, sur les voies de l'ancien épi, 2 autres dalles nous indiquent l'emplacement exact de la voiture bureau du maréchal Foch et l'emplacement symbolique des plénipotentiaires allemands. Le 11 novembre 1927 est inauguré le musée qui abrite désormais le célèbre wagon, jusque-là exposé dans la cour des Invalides à Paris. Il sera détruit en 1940. Le 26 septembre 1937, le souvenir du maréchal Foch est définitivement associé à la clairière grâce à l'inauguration de sa statue, le seul monument sur tout le site qui nous est parvenu dans son état d'origine.